Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Rhino4U. Aujourd'hui, on va travailler sur la version WIP de Rhino, donc c'est la version qui est en cours de développement, et on va aborder les géométries sub-D. On va commencer par voir des formes basiques, les différentes commandes qui peuvent exister pour travailler sur ce type de géométrie, et on finira ce petit webinaire en réalisant la chaise que vous voyez à l'écran. Donc le but, ça va être de gérer un raccord entre des géométries NURBS et une géométrie sub-D. Donc pour télécharger la version WIP de Rhino, vous pouvez aller sur le site Rhino. Dans la rubrique télécharger, vous avez en cours de développement. Là, vous arrivez sur le forum de discussion Rhino et vous avez accès au lien de chargement pour la version WIP Windows ou Mac. Donc, quand vous aurez chargé cette version, vous allez voir qu'il y a un nouveau menu qui apparaît dans Rhino qui s'appelle SubD Tools. Donc, à l'intérieur de ce menu, vous allez retrouver toutes les fonctions pour travailler et créer des objets SubD. Donc les sub-D, pour les gens qui utilisent Rhino depuis quelques années, vous pouviez les retrouver avec les plugins T-Spline ou Cleyu par exemple, mais ils se basaient sur des maillages et non des géométries NURBS. Les sub-D Rhino, eux, sont basés sur des géométries NURBS, ce qui leur apporte du coup beaucoup de précision et une flexibilité très intéressante. Alors, si on part sur un objet basique, comme un cube, qu'on va réaliser en sub-D. Donc le principe est le même qu'un cube NURBS basique ou un cube en maillage. Voilà. La seule différence qu'on va avoir quand on le crée, c'est que tout est fluide. C'est la caractéristique du sub-D, c'est-à-dire que vous allez pouvoir générer des géométries sans aucune cassure. Ce qu'on appelle la continuité en NURBS. Vous n'aurez plus ce genre de souci avec les sub-D. Voilà. Donc de quoi est composé un sub-D? Alors on peut voir qu'il a des faces, il a des arêtes. Donc quand on crée un cube NURBS par exemple, on va avoir des courbes isoparamétriques. Donc si on en crée un juste à côté pour comparer, et qu'on le décompose, voilà. Ici on voit les courbes isoparamétriques. Donc si en activant les sous-objets, donc en appuyant sur CTRL et Maj en même temps, je viens sélectionner une face de ce cube, j'ai toute la face qui est prise. Si par contre sur le sub-D, je viens faire la même commande, donc CTRL Maj ou Shift, je clique sur ma face et là j'ai qu'une seule face du sub-D qui est prise. Voilà. Et là on va voir que si on bouge cette face, on a une déformation qui reste toujours lisse. Donc voilà la principale caractéristique du sub-D. Donc toutes ces faces sont sélectionnables une à une, mais sans les sous-objets, j'ai bien un seul sub-D, et on voit dans les propriétés qu'il est fermé. C'est un close sub-D. Donc dans ce menu sub-D, vous allez retrouver différentes géométries primitives pour créer des sub-D. Voilà, on va retrouver le cône tronqué, le cylindre, la sphère, l'ellipsoïde, le torus et la box. Maintenant, si je refais une box, on va regarder un peu les options. Donc ici, vous avez différentes options de création, donc diagonale, 3 points, verticale, centre. Par exemple, si on clique sur centre, on part à 0, et là on a bien une boîte qui part du centre à 0. Ensuite, les autres options, vous avez le nombre de divisions que vous voulez
dans chaque direction. Par exemple, si en X, je veux avoir que 3 faces, en Y également, mais qu'en Z, j'en veux une vingtaine. Voilà, je vais recréer ma boîte. Et ici, on voit, on a bien 1, 2, 3 divisions en direction X, 1, 2, 3 divisions en direction Y et 20 divisions en direction Z. Donc plus vous allez avoir de divisions, plus vous aurez de détails sur votre géométrie. Mais après, c'est le même principe qu'une surface NURB, c'est-à-dire que trop de contrôles vont plutôt avoir tendance à générer de mauvaises géométries ou en tout cas des résultats moins fluides. Donc si vous voulez quelque chose de très fluide et tendu, je vous conseille de mettre moins de faces. Voilà. Alors il y a différentes manières de créer des sub-D. Donc la première, ça va être d'utiliser les sub-D primitifs, donc ceux qu'on vient de voir. Vous pouvez également créer un sub-D à partir d'un loft. Donc les commandes sont en anglais, vu que la version est encore en cours de développement, mais elles sont assez claires. Donc on va créer un sub-D loft. Et donc je suis allé dans les courbes, j'ai pris une courbe avec poignée. Et je vois que dans les options, je peux avoir une courbe qui est sub-D friendly. C'est-à-dire qu'elle va être adaptée à créer une surface en loft. Sub-D. Hop. Quand je sélectionne cette courbe, je vois que j'ai deux petits points noirs qui apparaissent entre les deux premiers points et les deux derniers points. Voilà, c'est des contraintes pour le sub-D. Donc une courbe sub-D friendly sera en degré 3. Donc on va la dupliquer. On va déformer un peu ces courbes. Donc j'ai l'historique d'activer, c'est pour ça que la dernière a également bougé. Voilà. Et on va réaliser un loft. Alors on va changer un peu l'échelle de celle-ci. Également. Voilà. Donc dans Sub-D Tool, je vais chercher Sub-D Loft. Là, je vais sélectionner mes courbes dans l'ordre où je veux réaliser mon loft. Donc voilà, là il me montre le Sub-D et j'ai différentes options qui apparaissent dans ma ligne de commande. Donc je peux faire un loft fermé, c'est-à-dire que là, voilà, je peux conserver des angles vifs. Je peux, bon là il n'y a pas d'intérêt, mais ajuster le nombre de segments en fonction de la topologie de mes courbes. Et je peux également choisir d'avoir des divisions, un nombre supérieur de divisions le long de ce balayage, enfin de ce loft, pardon. Donc si je mets 20 divisions, on voit qu'ici j'ai davantage de divisions dans la longueur. Et je peux également faire la même chose dans la largeur. Voilà. On va mettre 5, 5. Ici, j'ai un sub-D. Celui-ci est ouvert, contrairement au cube qu'on a généré tout à l'heure. J'ai un open sub-D. Donc ça ressemble à une surface NURBS. À la différence, donc on a bien l'historique qui fonctionne dessus. Donc j'avais enregistré l'historique quand j'ai créé mon sub-D loft. Voilà, ça fonctionne. Donc la seule différence, c'est que là j'ai la possibilité de sélectionner des faces, de les déplacer. Donc on voit que chaque déplacement crée une transition lisse. Je peux également extruder ces faces avec le manipulateur. Là, il me régénère de nouvelles faces. Voilà. Mais j'ai également la possibilité de sélectionner simplement une arête, de la déplacer.
Je peux également activer les points de contrôle pour avoir des déformations douces. Voilà, comme une surface NURBS. Ou bien activer les points d'édition. Où là, mes points vont se trouver sur mon SUBD et je vais pouvoir les déplacer avec les codes précises. J'ai également la possibilité d'insérer de nouvelles arêtes, non pas sur la totalité du domaine de notre SUBD, mais simplement sur une face par exemple. Je peux venir subdiviser cette face et répéter la commande à l'infini pour ajouter du détail à un endroit précis. J'ai également la possibilité, donc subdiviser, pardon, c'était ici, subdivide, subd. J'ai également la possibilité de venir déplacer des bords. Donc, si je veux sélectionner un bord, je clique une fois. Si je veux sélectionner tous les bords dans cette direction, je double-clique sur mon bord. Voilà. Et ici, il sélectionne tous les bords jusqu'à au nœud où il y a un changement de bord. Voilà, donc je valide. Et ici, je peux glisser ce bord le long de mon SUBD. Dans les options, j'ai différentes possibilités. Donc l'offset mode, ça va être la manière dont vous voulez déplacer ce bord. En absolu, vous allez rentrer une valeur correspondant à l'unité de votre modèle. Si on clique sur absolu, on va être sur proportionnel. Et là, on va rentrer une valeur comprise entre 0 et 1 qui va correspondre à la position entre les deux arêtes de chaque côté. Voilà, je mets 0,5. Voilà. J'ai également, donc je relance la commande, j'ai également la possibilité de sélectionner l'option Edge Loop avant de sélectionner mes bords. Et là, en cliquant simplement une fois, je vais sélectionner toute la boucle de bord. Après, vous avez également la possibilité d'ajouter un facteur smoothness compris entre 0 et 1. 0, vous n'allez pas ajouter de smooth au déplacement. Si vous mettez sur 1, il va avoir tendance à arrondir davantage la forme. Vous pouvez également changer la direction. Donc soit, voilà, là on voit que je peux me déplacer dans une autre direction. Et on voit, quand on change de direction, une ligne blanche qui apparaît avec des flèches. Donc le facteur de déplacement que vous pourrez avoir pour cette arête va correspondre à l'intervalle entre deux flèches. Voilà. Donc mon SUBD a une face rouge et une face grise normale parce que j'ai une option activée dans mes paramètres d'affichage pour colorer les faces arrière, ce qui me permet de voir la normale de ces surfaces. Donc si je veux l'inverser, je peux utiliser des objets, des fonctions pardon, dédiées aux surfaces pour interagir sur du SUBD. Donc, par exemple, si je viens changer la direction de mon SUBD ici, voilà. Ma face arrière se retrouve à l'intérieur et j'ai bien la face avant dans la direction qui me convient. Donc on a vu comment déplacer des bords, on peut également insérer des bords, insert edge. Donc le principe est le même. On va venir sélectionner une boucle ou simplement une arête et on va pouvoir l'ajouter à notre forme. Donc dans les options, on retrouve l'offset mode, c'est le même principe que pour déplacer un bord. Et vous pouvez également ajouter une arête des deux côtés. Donc à gauche, enfin, oui, à gauche et à droite de votre arête. Voilà. Après, on peut également revenir en arrière. Si, par exemple, on veut supprimer cette arête,
pouvez utiliser, alors il y a plusieurs possibilités, soit vous allez choisir la commande Merge Face. Donc là, vous pouvez sélectionner soit des arêtes, soit des faces, soit des points. Donc là, si on sélectionne par exemple les arêtes ici et qu'on valide, voilà, on a supprimé l'arête et du coup, on est venu fusionner en fait les faces qui étaient de chaque côté de cette arête. Donc vous pouvez également sélectionner un point. Donc là, on voit qu'il a fusionné, si je reviens en arrière, et qu'on active les points d'édition, donc j'avais sélectionné ce point-là, il a fusionné les 4 faces qui étaient adjacentes à ce point. Et vous pouvez fusionner simplement 2 faces en les sélectionnant. Voilà. Ou davantage. L'autre manière pour fusionner des faces, c'est tout simplement de sélectionner l'arête et de la supprimer. Donc soit vous allez utiliser, dans le menu ici, vous avez des filtres de sélection. Donc, par exemple, on peut activer les filtres Edge. Donc c'est simplement Rhino qui vient automatiquement désactiver tout ce qui ne vous intéresse pas et activer le filtre de sélection qui va prendre simplement les bords et les courbes. Donc là, je ne peux pas sélectionner de face, je ne peux sélectionner que des arêtes et je peux venir supprimer cette arête. Voilà. Vous pouvez désactiver ce filtre, vous avez filtre none. Hop. Voilà. Ici, on voit que tout a bien été réactivé. De la même manière, on retrouve ce filtre pour les faces et pour les points. Alors, je vais supprimer mes courbes, voilà. Donc on a vu comment ajouter des bords, comment en déplacer, comment supprimer des bords. On va voir une autre méthode pour ajouter des divisions à une face. On va sélectionner cette face-là, CTRL-SHIFT, et on peut dire Insert Subd Edge. Voilà. Et ici, donc je vais lui mettre une distance dans la ligne de commande, je vais laisser 1. Ici, il est venu faire un offset de toutes les arêtes de ma face en recréant des subdivisions. Alors, vous pouvez, donc là on a que des arêtes lisses, on va dire, sur notre forme. On peut ajouter des arêtes vives, des plis. Vous avez ici Add Crease. Par exemple, si je veux cet endroit-là avoir une arête vive, j'ai sélectionné mes bords, et là je retrouve bien une arête vive. Je peux également annuler cette arête vive avec la commande qui est juste à côté, qui s'appelle Remove Crease. Hop, et là je peux sélectionner les arêtes que je veux retrouver en smooth. Voilà, là, je reviens à ma pièce de départ. Ok. Alors, maintenant on va voir des fonctions de symétrie avec les sub-D. Donc je vais simplement dessiner un cube. Hop. Ah, mon cube avec trop de divisions. Hop, on va lui en mettre 3 aussi en direction Z. Voilà. Donc j'ai dessiné mon cube. Je vais volontairement le déplacer un peu. L'idée maintenant, c'est d'avoir une symétrie de ce cube, mais en même temps, j'aimerais que ces deux, donc le cube qui va se retrouver en symétrie, soit joint à celui-là en sub-D. Donc pour ça, vous avez la commande Reflect sub-D Object. C'est la symétrie du sub-D. On va sélectionner le sub-D sur lequel on va appliquer cette fonction. On va choisir un axe de symétrie. Donc, par défaut, dans les options, vous avez X et Y.
Mais vous pouvez tout à fait mettre un axe dans une direction autre. Donc là, j'ai dessiné un axe en indiquant 2 points. Ensuite, je vais sélectionner le côté de mon subdé que je veux conserver par rapport à l'axe que j'ai dessiné. Donc je fais un clic gauche du côté qui m'intéresse. Et après, j'ai le snap style. Donc ça, on le verra après. Pour l'instant, je ne vais pas toucher ces options. Je valide. Donc ici, on voit qu'il a mis mon cube en symétrie et qu'il m'a également joint les deux géométries pour avoir un seul et même subdé joint de manière lisse. On voit également que la partie qui a été mise en symétrie est grise. Elle a été foncée, donc c'est une partie qu'on peut modifier, mais si on est proche, voilà, par exemple cette face-là, je vais pouvoir la modifier, car elle elle est commune aux deux subdés. Par contre, si je modifie cette face-là, on voit que c'est pas possible. L'objet est verrouillé. Par contre, si je fais la même chose sur mon subdé qui est en gris clair, si je viens de les former, on voit que la symétrie s'actualise automatiquement. Donc, quand vous faites un reflect par défaut, enfin c'est obligatoire, Rhino va activer l'historique pour la commande, ce qui permet d'avoir un objet dynamique. Voilà. Donc si maintenant cet objet, je veux l'avoir, je vais refaire un reflect de cet objet, donc on va se mettre en vue de dessus, et l'idée c'est de raccorder ces deux parties entre elles. Mais j'ai envie d'avoir également d'allonger ces deux parties. Je vais relancer ma commande reflect. Je vais mettre un axe dans cette direction. Je conserve cette face-là. Et là, on va aller modifier les options de snap. Donc, par défaut, c'est automatique. Si on clique dessus, on a accès à un menu où on peut choisir 3 options. None, ça veut dire qu'on va dire qu'on ne veut pas raccorder ces deux géométries entre elles. Automatique, on va laisser Rhino gérer. Donc si je laisse automatique ici, voilà, il a réussi à me raccorder ces deux objets. Maintenant, si je fais la même chose, donc je fais mon plan, je conserve cette partie-là, et au lieu de prendre automatique, je vais prendre distance. Donc là, j'ai accès à la tolérance. Donc en fait, c'est la distance que vous tolérez pour qu'il génère une jonction entre ces deux géométries. Si par exemple, je lui mets une tolérance de 5, on valide, voilà. Ici, on voit qu'il n'a pas réussi à les raccorder, et il a généré du coup des trous aux endroits qu'il n'a pas pu raccorder. Ils ont été supprimés. Si on met une tolérance plus élevée, « 100 par exemple, alors là, hop, on va mettre 100, on va mettre 20, voilà. Ici, il a bien réussi à me faire la jonction et il a également pris toutes les faces qui se trouvaient à 20 mm de mon axe de symétrie. Donc il m'a généré une jonction différente du style automatique. Donc c'est intéressant de jouer avec ces options, ça permet d'avoir des résultats différents et de contrôler de manière plus poussée le résultat du reflect. Voilà, alors maintenant qu'on a cet objet, on va s'amuser à supprimer des faces pour les raccorder entre elles. Donc déjà, je peux... Non, pour l'instant, on va garder le reflect. On va par exemple créer une jonction entre cette face-là et cette face-là. Voilà. Ce qu'on va faire déjà, on va ajouter un bord de manière en loop, comme ça on prend toute la boucle qui est ici, hop, et je vais ajouter un bord ici, et un second, voilà, ici. Donc là j'étais des deux côtés, donc il m'a ajouté un bord
des deux côtés. On voit également que l'objet qui est en reflect, qui est en gris, a de nouveaux bords. Donc je vais faire pareil de ce côté-là. Hop. Et là, je ne vais pas me mettre des deux côtés. Voilà. Maintenant que j'ai ajouté mes bords, je peux tout simplement supprimer des faces. Première option, dans le menu SUBD, j'ai supprimer des faces de maillage. Donc cette commande est en français parce que c'est une commande qui était déjà dans la version 6 de Rhino. Si on va dans les maillages, on retrouve cette commande qui est exactement la même. Supprimer une face de maillage, je peux sélectionner ma face et valider. On voit que c'était également supprimé sur mon objet en reflect. Deuxième possibilité, CTRL Maj, je sélectionne ma face et je fais Supr. Voilà. Donc maintenant, l'idée, ça va être de créer une jonction entre ces deux ouvertures-là. Pour ça, il y a une commande qui s'appelle Bridge, qui se trouve ici. Là, il va vous demander dans un premier temps de sélectionner les premières arêtes qui vous intéressent. On va cliquer sur Edge Loop pour prendre toute la boucle là. Et on valide pour sélectionner la deuxième boucle. On valide une seconde fois. Voilà. Ici, on a un menu qui apparaît qui s'appelle Bridge Options, où on va pouvoir gérer le nombre de segments qu'on veut entre ces deux formes. Donc, si j'ajoute des segments, on voit qu'il ajoute des subdivisions en fait sur le bridge qui est généré. On peut également gérer la tension qu'on veut entre ces deux éléments. Donc, on voit que plus la valeur est faible, plus c'est réduit au milieu, jusqu'à croiser. Et vous pouvez également choisir de joindre ou non ce sub-D et de joindre, mais en gardant des arêtes vives. Donc on voit la différence de couleur de bord. Quand le bord est bleu, ça veut dire que c'est joint et que c'est un pli. Par contre, si j'enlève joindre, là c'est un bord de sub-D ouvert, il est en rouge. Nous on va avoir un raccord smooth. Je fais accepter et là, le reflect a également pris le bridge entre les deux ouvertures. Maintenant, on va annuler le reflect entre les deux objets. Parce que là, à l'heure actuelle, si je veux supprimer cette face, c'est pas possible. Donc pour ça, on va désactiver le reflect. C'est comme si on enlevait l'historique en fait sur cet objet. Donc pour ça, quand vous cliquez sur Reflect SUBD, on va sélectionner l'objet. Et là, vu que c'est un objet qui a déjà du reflect, on a dans les options la possibilité de supprimer le reflect qui est entre ces deux objets. Là, on voit que l'objet apparaît de la même couleur des deux côtés. Et j'ai la possibilité de supprimer des faces. Voilà. Donc maintenant, je peux faire un bridge entre ces deux parties. Donc j'ai pris la fonction bridge. Je peux faire des rectangles de sélection, si je veux, en sélectionnant que les bords qui m'intéressent. Voilà. Et ici, je génère un bridge. OK. Alors, maintenant, une autre fonction intéressante. Donc on va supprimer des faces. Le but, c'est de générer des ouvertures pour avancer sur la forme. Je vais supprimer toutes les faces qui sont là. Hop. Voilà, donc là j'ai généré deux trous dans mon sub-D. Donc on a une commande pour boucher des trous qui s'appelle fill sub-D hole. Hop. Donc vous pouvez soit sélectionner vos arêtes à la main en double-cliquant, soit vous faites un rectangle de sélection. Donc vous pouvez prendre les deux paires d'arêtes sur les bords ouverts, valider, et là vous avez des options pour générer une phase de manière soit automatique, soit avec des options qui vont correspondre à la répartition des arêtes sur les faces qui vont être générées. Donc là, on va laisser en automatique. Voilà. Et ici, il m'a généré un raccord. Il m'a bouché les trous du sub-D de manière totalement lisse.
Voilà. Donc, si on analyse cet objet avec un plaquage d'environnement, par exemple, donc on peut aller dans le menu surface, analyse de surface, et on va choisir un plaquage d'environnement. Hop, donc par défaut, j'ai les tubes fluorescents. On va désélectionner le sauté. Voilà. On voit que tout est fluide. Si on met un autre, voilà. Voilà. Il n'y a aucune cassure. Donc voilà. Là, on est parti d'une forme primitive pour générer cet objet qui n'a absolument rien d'une forme primitive au final. Une autre manière de générer un sub-D, c'est de partir d'objets NURBS. Par exemple, si on vient créer un cube, qu'on va déformer en activant les points de contrôle sur les solides. Voilà. On va même le déformer comme ça. L'idée, c'est de convertir cet objet en sub-D. Donc je vais le dupliquer volontairement parce qu'on va le faire de deux manières différentes. La première méthode, ça va être de décomposer ce cube pour obtenir ces 6 faces. Là, je décompose. Ici, si je regarde dans les propriétés, j'ai bien des surfaces. Alors la chose importante, c'est que ces surfaces ne doivent pas être limitées. Je vous montrerai après pourquoi. Mais ici, je vois bien que j'ai 6 faces qui ne sont pas limitées puisque je les ai déformées avec les points d'édition des solides. Maintenant que j'ai ces 6 faces, je peux aller dans mon menu sub-D et j'ai l'option Convert to sub-D. Je sélectionne mes 6 faces de solide, je valide. Et là, j'ai différentes options. On va dire qu'on va utiliser les bords des surfaces, les angles des surfaces. Comme ça, on va être exactement où l'on veut. Et on va supprimer nos surfaces de départ. Hop, voilà. Ici, la forme est exactement la même. Seulement, si je sélectionne une des faces, j'ai plus une surface, j'ai un Open SubD. Une fois que c'est converti en SubD, je peux sélectionner ces 6 Open SubD et faire la commande joindre. Donc là, vous allez voir une nouveauté dans cette commande qui est sur la version 7. Vous allez pouvoir choisir la manière dont vous voulez gérer les jonctions entre ces faces. Donc si on laisse crease, donc pli, on va garder l'aspect qu'on a là. Je vais le faire. Voilà. Donc j'ai validé. J'ai exactement le même aspect. Mes arêtes sont passées en bleu, ce qui veut dire que ce sont des plis et non des bords libres. Et quand je sélectionne, j'ai bien un close sub-D. On va revenir en arrière. Donc là, mes arêtes sont redevenues rouges. J'ai annulé ma jonction. Donc, ce sont des bords libres. Je resélectionne mes faces. Et là, je refais la commande joindre. Seulement, au lieu de faire crease, je vais cliquer dessus et il passe à smooth. Je valide. Voilà. Et là, toutes mes jonctions sont smooth. Et bon, ça change un peu trop la forme. Donc, on va garder le freeze. Seulement, on va venir faire une subdivision. Donc, on va rediviser ce sub-D. Hop, une fois. Et là, on retrouve exactement la même chose que sur notre cube de départ. La seule différence, c'est que sur mon cube de départ, ce sont des ISO paramétriques que je vois. Donc, je ne peux sélectionner que la face complète. Alors que sur mon sub-D, j'ai la possibilité de sélectionner toutes les faces correspondant aux arêtes que je vois. Donc on peut le resubdiviser une fois, même si on veut, et on peut venir supprimer les plis. Donc Remove Freeze. Hop, en double-cliquant, je sélectionne toutes mes arêtes. J'ai également la possibilité de faire un rectangle de sélection et de valider. Même s'il me prend les arêtes qui sont intermédiaires, elles ne sont pas, ce ne sont pas des plis, donc il n'en tient pas compte. Voilà. Et ici, j'ai mon cube de départ, mais qui est smooth. Voilà. Donc ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, j'ai un objet qui a des surfaces limitées. Là, ce n'est pas le cas, mais on peut en créer. Par exemple, si on vient faire une découpe au fil dans cet objet, hop,
Voilà. Donc là, si je décompose cet objet, je vais me retrouver avec des surfaces limitées. Donc si je tente de convertir cet objet en sub-D en décomposant les faces, hop, on valide, je garde les mêmes options. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que lui va tenir compte des surfaces non limitées. Donc il va annuler les limites de vos surfaces et au final, la découpe que vous avez faite dans l'objet ne sera pas prise en compte. Là, on a une surface qui se balade au milieu, qui correspond à la face qui a été générée avec la découpe au fil. Donc, je vais revenir en arrière et rendre décomposé. Et là, on va arriver dans une commande qui est très pratique pour de nombreuses choses, qui s'appelle le quadrimesh. On valide. Hop. Voilà, j'ai sélectionné mon objet et j'ai un menu comme ça qui apparaît. Donc j'ai différentes options. J'ai le nombre de faces cible que je veux, donc c'est le nombre de faces que je veux qui me génère. En fait, il va remailler cet objet avec des faces à quatre côtés, en quad, d'où le nom de la commande. Donc là, on est sur un objet qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de faces. On va mettre 200 faces et après je parlerai des différentes options. On va choisir de le convertir en sub-D. On va choisir de le voir. Donc je clique sur Preview et je cache mon objet de départ. Voilà. Donc ici, il est converti en sub-D. Il a fait un quadrimesh. Voilà. Donc plus je vais avoir de faces, plus je vais avoir de précision. Ah zut, j'ai fait entrer et je suis sorti du menu. Hop, c'est pas grave, on va le mettre de côté. Voilà. Ici, on voit que je suis plus précis, mais j'ai aucune arrêt de vivre. Donc, je vais relancer mon quadrimesh. Voilà. Donc l'adaptive size, en fait, plus la valeur va être élevée, plus il va ajouter des divisions sur les zones qui ont beaucoup de détails. Donc ça va de 0 à 100, c'est un pourcentage. Si vous vous mettez à 0, voilà, la forme va être moins fidèle à votre objet de départ. Donc si on met un nombre très bas, on va mettre même 50. Donc si je mets un nombre très bas avec un adaptive size à 0, je vais perdre du détail et de la précision par rapport à ma forme de départ. Si par exemple je passe à 100, voilà. Ici il va essayer de se rapprocher au maximum avec le nombre de faces qu'on lui a dit de notre forme de départ. Il ne va pas chercher à lisser, il va chercher à se rapprocher de l'objet. Là le résultat n'est pas géant. Donc, 50 par défaut permet d'avoir une moyenne entre beaucoup de détails et quelque chose de lisse. Donc on voit que on perd quand même des géométries, enfin du détail, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de faces de départ. Donc on va mettre 300 faces. Voilà. Donc en fait, lui, c'est un algorithme qui va venir régénérer une surface régulière par rapport à un maillage ou n'importe quoi. N'importe quel objet, en fait, que ce soit une polysurface, une surface, un maillage, ça permet de le remailler de manière propre. Donc il y a deux manières de lui mettre des cibles, soit un nombre de faces, soit une longueur de bord. Donc faites bien attention, si vous avez un objet qui est grand, vous avez activé le preview, quand vous allez cliquer sur le target edge length, s'il est à 1, automatiquement lui va recalculer et ça peut prendre du temps. Donc méfiez-vous bien de cette valeur et surtout du preview. Si vous voulez prendre le target edge length sur un grand objet, je vous conseille de désactiver le preview, vous mettez votre valeur et vous le réactivez. Donc on peut également désactiver adaptive, donc ça veut dire qu'on ne va pas tenir compte du pourcentage qu'on a mis au-dessus. Et on peut choisir ici, donc on a, si on regarde, je ne sais pas si on va le voir, notre forme de départ a des arêtes, donc on peut lui donner ses arêtes en cible. Donc Smart, il va essayer de s'en approcher, Strict, voilà, bon là ça change pas grand chose dans le résultat. Mais en fait, la topologie des phases va tenir compte du coup des arêtes de notre solide. Je peux également choisir d'avoir des plis. Donc, sur mes arêtes, là, je conserve bien des plis. Et là, du coup, je suis proche de ma forme de départ. Voilà.
Donc les plis sont pris en compte si l'angle est supérieur à 30 degrés. On peut également avoir des symétries suivant les axes X, Y, donc c'est des axes par rapport à votre forme de départ, hein. Donc si par exemple on vient faire une symétrie d'axe X, voilà, vous pouvez avoir des formes sympas qui se génèrent. C'est intéressant quand vous faites des scans de choses qui ont été réalisées à la main, par exemple, et que vous voulez avoir corrigé en fait les erreurs et avoir une symétrie parfaite entre les deux côtés. Voilà, on peut s'amuser à faire des symétries, on peut combiner bien sûr, hein, les trois directions pour avoir un objet parfaitement symétrique dans toutes les directions. Et les courbes guides, donc là on n'en a pas, mais je vous montrerai après sur une surface, ce sera plus intéressant. L'interpolate aussi. Hop, voilà. Donc là, si je déplace ça, voilà, ça c'est mon subd qui était en sortie, donc j'ai bien un close subd, et ici également. Donc ça, on va dire que c'est le workflow le plus adapté pour des polysurfaces qui ont été limitées ou des maillages que vous voulez retravailler en subd et qui ont beaucoup de phases. Voilà. Ça permet de faire une bonne moyenne de votre objet pour le retravailler en subd. Donc je vous parlais des courbes, donc le quadrimesh, avec des courbes. Donc je vais juste, hop, voilà, typiquement on va faire une surface de cette courbe, qui est plane, mais c'est une surface limitée. Donc je ne peux pas la convertir en subd telle qu'elle. Il faut que je passe par la fonction quadrimesh. Donc on va mettre le preview. Voilà. Ici je suis en strict. Donc ici on n'a pas de courbe d'influence. La seule courbe que j'ai, c'est ma courbe de contour. Donc si je lui mets interpolate, il va chercher à se mettre au plus proche de la courbe. Voilà. On va le laisser comme ça. Donc si la répartition des faces est gérée par ma courbe de contour. J'annule. Maintenant, je vais créer une courbe, par exemple un cercle, voilà, sur ma face. Le plus important, c'est vraiment que ce cercle soit projeté. Donc, si vous avez une surface courbe, projeté sur la surface. Select tool, on fait un quadrimesh. Voilà. Et ici, on a Git Curve. Donc, on va venir sélectionner notre cercle. On valide, on met le preview. Et je cache. Voilà. Ici, on voit que les faces, à l'endroit de mon cercle, prennent la direction du cercle, mais ne sont pas parfaitement dessus. En fait, vous avez des options ici. Vous pouvez créer un edge ring. Là, il vient créer un anneau en subd par rapport à ma courbe, ou alors un edge loop. Voilà. Ici, en fait, ça me permet, dans cette zone-là, d'ajouter du détail à mon subd, parce que j'ai une modification à faire après à cet endroit-là, ou que je veux être proche de cette forme-là quand je vais venir le déformer. Voilà. Donc juste une petite astuce pour sélectionner des faces. Si vous avez plusieurs faces à sélectionner, par exemple, vous voulez sélectionner toute la ligne de face, là. Vous pouvez sélectionner une face à une extrémité, une face à une seconde extrémité, et double-cliquer sur une des faces qui se trouve entre ces deux faces. Hop, et là, il va vous prendre toutes les faces qui se trouvent entre. Tac, tac. Donc il faut que ce soit dans la même longueur, sinon ça ne marchera pas. Voilà. C'est pratique, ça permet de gagner du temps en sélection. Ok. Donc voilà une deuxième méthode pour aboutir à un objet subd. Ensuite, il y a on va dire la dernière méthode pour ce webinaire qu'on va voir. Du coup, on va en profiter pour faire notre coque de siège. Donc, je vais déjà dans un premier temps générer les pieds. Donc, on va les faire de manière très simple, hein. On va simplement faire des cercles de rayon 12 et j'en fais un second de rayon
25. Hop, en perspective, je vais monter le cercle le plus grand à 400 mm de haut. Et je vais générer un loft. Donc, là, on est sur du NURBS. Hein. Un loft, pardon, en NURBS entre ces deux courbes. Hop, pour générer une surface. Et j'avais l'historique d'activer. Ce qui va me permettre de déplacer cette courbe-là pour amener un petit angle à mon pied. Donc là, je peux me mettre en vue de droite si je veux. Voilà, pour gérer mon angle. Et également en vue de face. Si je veux mettre une pente en vue de face. On va mettre une légère pente. Ok. Maintenant que j'ai mis mon pied en place, je vais venir le décaler, par exemple de 200 mm. Donc là, je viens de rompre l'historique entre mes cercles et ma surface. Je peux également faire une symétrie de ce pied par rapport, en vue de dessus, si on regarde par rapport à l'axe Y. Hop, voilà. Ok, donc là, j'ai ma base de siège pour les pieds avant. Je vais refaire un second loft, toujours entre mes deux cercles. Donc là, on voit que les deux points ne sont pas alignés, donc on va venir aligner ces points. Et on voit également que la direction du cercle du haut ou du bas ne va pas. Donc on va cliquer sur inverser, inverser, hop, voilà. Et on valide. Donc le pied arrière, je vais choisir, si je me mets en vue de droite, de l'incliner dans une direction contraire au pied avant. Voilà, on peut le mettre comme ça, et en vue de face, on va tricher plutôt sur le cercle du bas. Hop, voilà. Donc je vais également le déplacer par exemple de moins 220, le mettre en symétrie. Non, on va le mettre, si on va le mettre en symétrie. D'axe Y. Hop. Donc j'avais toujours mon historique d'activer, ce qui me permet également de déplacer ce pied à 450 par exemple, et le pied qui était en symétrie a bien suivi. Okay. Donc là on a notre base de pied, qu'on peut convertir en solide en venant boucher les objets, puisque c'est deux faces planes. Boucher les trous plans, hop, voilà. Ici j'ai mes quatre pieds qui sont des polysurfaces solides, donc des NURBS. Et l'idée, ça va être de créer une coque d'assise qui va venir au-dessus de ses pieds. On va travailler de manière classique, comme si on faisait une surface NURBS. On va travailler avec un balayage, par exemple. Donc, en vue de face, on va commencer par générer une courbe. Hop, une courbe comme ça. On peut dans les options lui dire qu'elle va être subday friendly, parce que l'idée, nous, c'est d'en faire un subday. Et je vais tracer un profil quelconque qu'on viendra éditer après. Voilà. Par exemple, j'ai cette courbe-là. On va avoir un siège symétrique. Hein. Donc, ce qu'on va faire, pour faire notre symétrie, soit on fait un raccord de symétrie, soit vous venez gérer une tangence. On peut faire une symétrie avec un raccord. 0. Continuité lisse. Oups. Donc on va plutôt gérer la tangence, parce que là, il a envie de raccorder les deux bords. Hop. Donc je vais aligner ces deux points. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire une symétrie, comme ceci. Voilà. Et l'idée, donc j'ai toujours mon historique d'activer, c'est de déplacer ce point à l'axe. On va venir prendre la commande déplacer, on active le mode projeté, déplacer. Avec Tab, je peux verrouiller la direction et lui dire que je viens à 0. Et ici, mes deux courbes sont bien raccordées, donc je peux les joindre. Voilà. Ok, elles sont toujours subday friendly. On voit nos deux points noirs aux extrémités. Là, on va dire que c'est le profil avant. Donc on va regarder en vue de droite où il se trouve. Il n'est pas trop mal placé. On peut l'avancer un peu si on veut. Voilà.
Donc, en vue de droite, on va venir créer le profil maintenant, le rail en fait, de notre assise. Donc, on peut rester en mode projeté, comme ça on va dessiner à l'axe, vu qu'on a réparti nos pieds de chaque côté de l'axe Y. Donc là, je vais m'accrocher au point le plus bas. Hop, et je vais générer une courbe. Voilà, comme ça par exemple. Alors là, on va venir éditer un tout petit peu nos points de contrôle. Hop, pour se retrouver au-dessus des pieds. Voilà. Ok, donc là j'ai un rail. J'ai une courbe, j'ai un rail. Bien. Alors l'idée, c'est peut-être d'avoir cette courbe-là en partie haute. Pour ça, on peut venir l'orienter en la copiant. Donc on va aller dans transformer, orienter aux deux points et copier. Donc on va sélectionner, on va enlever le mode projeté. On va sélectionner la fin de notre rail, on va prendre une direction horizontale, on va venir en partie haute et on va se mettre en vue de droite pour, hop, l'orienter. Et je valide. Voilà. Comme ça, ici, j'ai un profil haut, un profil bas, ce qui me permet, si je veux modifier cette forme-là, par exemple, supprimer ces deux points-là et bouger quelque peu. Voilà. On peut également changer quelque peu l'échelle de cette courbe pour réduire notre dossier. Voilà. L'idée maintenant, ça va être de faire un balayage sur un rail. Dans Surface, on va prendre la commande balayage sur un rail, on sélectionne notre rail et nos deux sections et on valide. Hop. Donc dans le menu qui apparaît, vous allez retrouver l'option Output Subd. En fait, au lieu de vous sortir une surface NURBS de ce balayage, c'est directement une géométrie Subd qui va sortir. Vous pouvez reconstruire vos sections, etc. Donc là, j'ai fait accepter. Si je sélectionne donc, ce qui paraît une surface, c'est bien un Open Subd. Donc c'est un Open Subd, je peux sélectionner des arêtes, des faces, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai également un historique sur ces Open Subd. Donc si je viens, par exemple, bouger ces deux points, voilà, mon subd est bien modifié. De la même manière, si je viens modifier mon rail, donc on voit que le subd suit parfaitement le rail. Donc si je viens modifier ce rail, par exemple, en supprimant un point, le subd change. Voilà. Donc c'est une bonne méthode pour générer un objet subd avec un contrôle très précis. On est sur un contrôle NURBS. Donc c'est le même principe qu'une surface. Voilà. Et après, on a vu comment supprimer des arêtes sur un subd, etc. Donc si vous voulez l'alléger, vous pouvez tout à fait venir supprimer des arêtes à l'intérieur. Voilà. Donc là, par exemple, on va changer un peu l'échelle, il est un peu large. On va réduire la courbe du haut. Voilà. On va réduire un peu celle du bas, j'ai été un petit peu généreux. Voilà. On a une assise plus cohérente. Ok. Donc maintenant, dans les subd, donc à partir du moment où on va modifier le subd, on n'aura plus l'historique avec nos courbes, bien sûr. Mais on peut venir, hop, Merge Face, et on va sélectionner, oups, voilà, des loops. Donc là, on va s'éloigner de notre courbe de départ en supprimant des faces. Hein. Donc ça, c'est la première méthode. Vous pouvez également, alors j'en ai un peu trop supprimé, vous pouvez également faire un quadrimesh. On prend notre forme, on fait un quadrimesh, on va garder crease, comme ça on garde nos arêtes extérieures de subd, enfin l'arête extérieure de notre subd. Voilà. Donc là on a quelque chose qui est beaucoup plus régulier, ce qui sera plus agréable à déformer. Et on s'éloigne pas énormément de notre phase de départ.
Hop, donc je vais supprimer le sub-D initial. Voilà, là j'ai quelque chose de très régulier qui va être plus pratique pour faire les opérations qui vont suivre. Donc maintenant l'idée, ça va être de générer une jonction, un raccord, comme on a vu ici. Voilà, ces raccords-là, entre l'assise et le pied. Mais ce raccord doit être absolument fluide et lisse. Donc on va, dans un premier temps, on va déjà masquer nos courbes pour n'avoir que le sub-D et nos polysurfaces à l'écran. Et on va simplement créer une surface pour générer une intersection à la hauteur qui va correspondre à la fin de notre accord, à cette hauteur-là. Donc on va créer, une surface, hop, qui va générer une intersection entre nos deux pieds qui sont à gauche par exemple. Voilà, je mets une hauteur quelconque. Et là, je vais aller chercher dans les courbes une intersection entre deux ensembles. Cette fonction-là. Mon premier ensemble, ça va être mes pieds, je valide. Le second, c'est ma surface. Voilà, je valide. Je peux supprimer cette face, ou alors, si on a l'historique, on déplace cette face, l'intersection va également suivre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas là. Donc je supprime cette face. Donc l'idée maintenant, c'est qu'à partir de ces courbes-là, voilà, ces deux courbes-là, on va générer un sub-D, une face sub-D. Donc on va commencer par générer une surface plane. On peut supprimer nos courbes. Voilà, il aurait été bien, avant de faire les faces, on va quand même venir décaler ces courbes pour mettre une marge par rapport à notre pied. On va les décaler de 7 mm vers l'extérieur. Et je répète la commande pour celle-ci. Voilà. On peut supprimer nos courbes de départ. OK. Donc ces deux courbes décalées, on en fait des surfaces planes. On peut supprimer nos courbes. Et ces deux faces planes, donc là c'est des faces qui sont limitées. On va pouvoir les convertir en sub-D. Alors, tac. Et on va essayer un remove crease. Voilà. Tac. Vu qu'on est sur une base circulaire, si je fais un remove crease, je me retrouve avec des bords lisses. Du coup, je m'approche du cercle. Maintenant qu'on a généré ces cercles, on n'a plus besoin de voir nos pieds. Donc on va jouer avec la visibilité, on va cacher nos pieds. Et en vue de dessus, par exemple, on va pouvoir générer. Donc ici, on voit qu'on a 4 phases de sub-D qui tombent plutôt pas mal. Donc l'idée, ça va être de supprimer ces 4 faces. Donc là, on va pas se mettre en mode filaire, parce qu'on n'a pas accès aux faces, on va se mettre en mode ombré. Une phase, deux phases, trois phases, quatre phases, je supprime. Et là, je vois que j'ai une forme entre le carré et le cercle qui apparaît. Donc l'idée maintenant, c'est de venir déplacer les arêtes. Par exemple, cette arête-là. On peut la déplacer, donc pas dans cette direction-là, on va la déplacer dans une autre direction. Voilà. Et on va pouvoir gérer la manière dont on veut raccorder à cet endroit-là. Vous pouvez également activer les points d'édition, ce qui va nous permettre de se rapprocher d'un cercle. C'est-à-dire que si on vient déplacer un peu ces points, voilà, on est plus proche d'un cercle. Ok. Donc là, j'ai fait un sacré trou du côté gauche. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de l'avoir à droite. Donc pour ça, je peux activer la commande reflect de ce sub-D. On travaille à l'axe, donc on peut dire qu'on veut faire un reflect par rapport à l'axe Y. On garde le côté gauche.
et on va passer en automatique pour le snap. Voilà. Donc là, automatiquement, mon trou est apparu. Donc là, je vais essayer de faire un bridge. Et en théorie, ça ne va pas marcher. Voilà. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le même nombre d'arêtes sur la forme qui est au-dessus et celle qui est en dessous. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer des arêtes sur notre subdé supérieur. Voilà. Ce qui réduit mon trou. Hop, je sélectionne, je refais le bridge, je sélectionne mes arêtes sur le haut, mes arêtes sur mon subdé qui est en bas, et je valide. Là, le bridge fonctionne. Là, c'est typiquement le genre de cas où ça ne m'intéresse pas de joindre, ou alors, après, je viendrai éditer la jonction en partie basse. Deux options. Soit vous mettez que vous ne voulez pas joindre, et vous venez joindre ces deux parties après, soit vous mettez que vous voulez joindre, et vous venez ajouter un pli, donc faire un crease, sur les arêtes qui sont en bas. Moi, j'ai plutôt tendance à ne pas joindre. On va laisser deux segments, accepter, et de venir joindre ces objets après. Donc, CTRL J par exemple, en smooth, je clique sur smooth et je valide. Voilà. Donc là, on voit que le reflect n'a pas été pris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un reflect du subd, d'axe Y, on garde ça, on valide. Voilà. Ça, mon raccord a bien été pris à cet endroit-là. Ok. Je peux également, j'aurais dû le faire avant, joindre ce subd à mon subd raccordé. Donc c'est exactement le même principe, CTRL J, joindre, sauf qu'au lieu d'être smooth, je vais dire que je vais être crease. Ça, j'aurai exactement la même chose. Voilà. Donc pareil, il ne s'est pas mis en face, quand il se passe ça, le plus simple c'est de refaire. Quand vous êtes à l'axe, vous refaites un reflect, pardon. Hop, c'est le plus rapide. Voilà. Donc le principe est exactement le même pour le pied arrière. On va se mettre en vue de dessus. On va se mettre en mode semi-transparent par exemple. Voilà, pour voir notre cercle. Alors là, on voit que les arêtes tombent pas très bien. On est sur beaucoup d'arêtes en même temps. Donc ça peut être intéressant de déplacer. Alors là, soit je déplace toutes les arêtes là, en faisant slide, soit je vais cliquer sur Edge et je vais pouvoir sélectionner simplement deux arêtes que je veux déplacer. Et je vais déplacer ces deux arêtes. Et également, hop, on va recentrer ces arêtes là et on va en profiter pour déplacer celle-ci aussi. Voilà. Voilà. Comme tout à l'heure, on peut supprimer ces quatre faces. Voilà. On va obtenir notre forme entre le carré et le rond. Et on va venir supprimer, de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, ces arêtes. Vous pouvez également utiliser la commande Merge Face. Voilà. Donc là, on va redéplacer un tout petit peu les arêtes pour se centrer sur notre cercle. Hop. Voilà. On pourrait même agrandir un peu. Alors on va tricher. Voilà. Simplement pour l'exemple. Voilà. On va faire un raccord asymétrique. Voilà. Donc là, on voit bien que les faces ont été supprimées sur la partie droite également. Donc on va de nouveau faire un bridge. Hop, double-clic. Si je double-clique sur mes arêtes, j'ai toute la boucle. Je valide. Je fais pareil sur mon subd qui est en bas. Je conserve les mêmes options. Hop. Voilà. Non, on ne va pas conserver les mêmes options, comme ça on va voir l'autre exemple. Je refais mon bridge. Hop. Première arête, deuxième arête, je valide. Sauf que là, je vais lui mettre que je veux joindre tout ça, accepter. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu comment joindre après. Donc là, on voit que tout est joint, que le raccord est géré. Mais en bas, on n'a pas la géométrie qu'on veut. Donc nous, on a besoin d'avoir quelque chose de plan. Pour ça, c'est tout simple. On va lui dire qu'on veut ajouter des plis, add crease.
et on va sélectionner toutes les arêtes, donc les 4 arêtes qui sont en partie basse, et on valide. Voilà, ici je retrouve bien une surface plane et un raccord totalement lisse en partie haute. Donc encore une fois, je vais refaire le reflet d'axe Y, je garde ma partie gauche, je valide. Voilà. Et ici, j'ai un sub-D raccordé. Donc si je réaffiche mes pieds, voilà. Donc le raccord a bien été géré. Alors après, vous êtes sur un sub-D, donc on peut tout à fait venir sélectionner une face et la déplacer. Le raccord restera toujours smooth. Voilà. Si on ne veut pas déplacer cette face, mais par exemple ajuster, là on voit que le pied ressort parce que l'angle ne va pas, on peut tout à fait venir en vue de droite déplacer cet ensemble de faces par exemple, ou en perspective, hein, voilà. Ici on voit que le raccord est resté fluide et on a un autre aspect de pied. Voilà. Vous pouvez également simplement déplacer ces 4 arêtes, sub-D, slide edge, pour élargir le raccord en partie haute. Ou alors les sélectionner un à un pour venir le déplacer. Ou simplement les sélectionner au manipulateur et venir les glisser. Bon, après vous allez créer des plis si vous faites ça. Je vais annuler un petit peu toutes ces modifications. Vous pouvez, on n'en a pas parlé, mais simplement faire une légère rotation de cette face également. Hop. Voilà. Ok. Maintenant, on peut donner une épaisseur à ce sub-D. Donc, vous pouvez faire la commande offset, enfin décaler un maillage, qui va faire un offset du sub-D. Comme d'habitude, quand on fait un offset d'une surface ou d'un maillage, on retrouve des flèches qui indiquent la direction. Donc là, on peut les inverser pour les mettre vers le haut. On peut choisir de supprimer notre sub-D de départ pour avoir qu'un seul sub-D solide fermé à la fin. Nous, on va faire un solide et on va mettre une épaisseur de 15 mm par exemple. Voilà. Et on valide. OK. Donc là, deux choses se sont produites. Si on isole le sub-D, tout est redevenu smooth. Donc j'ai besoin de régénérer des plis à cet endroit-là. Et à cet endroit-là. Voilà. Mon reflect a également disparu, donc je peux remettre le reflect en place. Voilà, comme ça je retrouve bien mes faces planes en partie basse. Et il m'a généré des creux ici. Nous, on aura une assise complètement fermée à cet endroit-là. Donc on va venir supprimer des faces, tout simplement. Hop, je supprime les faces qui ne m'intéressent pas. On aurait également pu décaler le sub-D avant de faire nos raccords, hein. Je supprime mes faces et je vais venir faire un fill sub-D all. Hop, hop, et on valide. Voilà. Et ici, je retrouve une assise parfaitement plane, sans trou. Ok, donc une fois que vous avez votre forme finale, vous pouvez soit la laisser en sub-D, soit la basculer en polysurface NURBS. Donc pour ça, c'est une fonction qu'on n'a pas vue encore, qui s'appelle Convert Object to NURBS. Hop, donc on clique dessus, mon sub-D était déjà sélectionné. Je choisis si je veux supprimer l'objet de départ ou non. Je vais le conserver, on ne sait jamais si j'ai des modifications à faire. Et je valide. Voilà. Donc ici, j'ai mon sub-D qui est sélectionné, je vais le cacher. Et là, j'ai une polysurface solide fermée en sortie, ce qui va me permettre
d'avoir un objet fabricable. Je peux également le décomposer pour récupérer des faces, etc., etc. Je vais pouvoir faire des opérations booléennes, par exemple. Si je veux venir couper mon pied avec ce sub-D, c'est possible. Enfin, avec cette polysurface maintenant, on fait une différence booléenne, hop, comme ceci. Je peux supprimer, voilà. Donc là, mes pieds s'arrêtent parfaitement sur mon sub-D. Je peux faire la même chose pour les pieds avant. Voilà. Et là, mon objet est terminé. Voilà. Donc là, on a retrouvé des petites choses qu'on avait fait avant. Donc voilà la base des commandes sub-D. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités pour avoir une base sub-D. Après, c'est à vous de l'adapter à l'objet que vous avez à faire. Pour cette assise, on aurait aussi pu partir d'un cube en venant supprimer des faces, et un cube sub-D, en venant supprimer des faces et venir le déformer. Après, là, on n'a pas fait d'opération de mise en forme, on va dire, du sub-D pour générer l'assise. On a plutôt géré les raccords simplement en sub-D, mais on aurait pu très bien déformer notre sub-D pour l'ajuster. Si, il y a une dernière commande que je voulais vous montrer avant de finir ce tutoriel. Donc là, on a notre polysurface. Voilà. C'est une petite commande qui est bien pratique, qui se trouve dans Transformer, qui est nouvelle dans la V7, qui s'appelle le Soft Transform. En fait, on va pouvoir définir un rayon d'incidence des déplacements d'objets. Enfin, par exemple, si je vais mettre un rayon de 50, donc il se trouve ici, il y a le rayon, je l'active, Enable se doit être sur Yes, je choisis Smooth, comme ça toutes les déformations vont se faire de manière smooth, je valide. Si je viens sélectionner une face sur mon sub-D et que je la déplace, ce n'est pas seulement la face qui va bouger, mais toutes les faces qui se trouvent dans un rayon de 50 mm autour de cette face. Voilà, ce qui me permet du coup de créer un creux là sur la face arrière et une bosse sur la face avant simplement en bougeant une face. Voilà. Donc plus vous mettez un rayon important, plus les déformations vont avoir une importance. Si je mets par exemple 300, je valide, hop, voilà. On voit que là, c'est une incidence sur toute la forme du dossier. Donc pour le désactiver ou l'activer, vous pouvez aussi faire un clic droit sur cette icône. Et une dernière chose qui peut être utile pour le sub-D, c'est de changer son mode d'affichage. Donc là, on va dire qu'on est dans le mode smooth et on peut passer en mode qui sera plus proche d'un maillage et qui permet de gérer de manière plus simple, on va dire, quand vous avez des faces à recréer ou ce genre de choses. Ou alors un petit congé à faire, chose qu'on n'a pas eu le temps de voir encore. Donc là, je vais rebasculer en sub-D. Alors si, juste pour finir ce petit webinaire, on va ajouter un pli à ces endroits-là. Par exemple, sur tout le tour du siège, on va ajouter un pli. Donc en partie haute et en partie basse, comme si notre coque sortait avec des arêtes verticales sur les côtés. Hop, donc je double-clique. Et on va prendre les 4 angles. Voilà. 2. D'ailleurs, j'aurais pu le faire que d'un côté. Tac. Et on valide. Donc ici, je me retrouve avec des arêtes parfaitement, enfin, avec des plis qui me génèrent du coup des arêtes planes, enfin planes, pas smooth en tout cas, entre la face inférieure et la face supérieure. Et je peux venir appliquer un congé entre ces arêtes. Donc je vais simplement cacher mes courbes. Voilà. Donc vous avez une fonction qui s'appelle Bevel Mesh ici, hors sub-D. Clac, on clique dessus. On peut prendre le Edge Loop. Comme ça, on va sélectionner toutes les arêtes qui sont dans la boucle. Hop. Donc, encore une fois, j'aurais pu le faire que d'un côté. Voilà. Je valide. Et là, je vais pouvoir
créer un congé en lui indiquant, enfin, on va lisser en fait avec un rayon. Donc on peut soit choisir une position à la main sur le sub-D, soit rentrer une valeur. On peut également, euh, donc pour changer de type d'affichage, vous pouvez également appuyer sur Tab. On peut choisir le nombre de segments qu'on veut. Par défaut, il n'y en a qu'un. Si j'en mets 4 par exemple, voilà. On voit que le chanfrein est géré d'une manière différente. On va en laisser un. Et encore une fois, vous retrouvez l'offset mode s'il est absolu ou si c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Vous pouvez également conserver les plis, c'est-à-dire venir conserver le pli à l'axe de l'arrondi. Nous, on va le supprimer, on va lui dire qu'on veut un rayon de 2, par exemple. Voilà, donc en mode simplifié, on voit que ça fait une arête, un chanfrein. Mais si je repasse en mode sub D, voilà, j'ai généré un petit arrondi tout le long de ma coque de sub D. Voilà pour ce petit tutoriel sur les sub D. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster sous la vidéo, on vous répondra au plus vite. Je vous souhaite beaucoup d'amusement avec cette nouvelle technologie. N'hésitez pas à télécharger Rhino 7 et à le découvrir. Il est stable et fonctionne très bien. Bonne continuation à tous.